Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelques éléments sur la dépense énergétique qui sont des éléments de base que nous utilisons en nutrition. Le poids corporel résulte d'une balance entre les apports énergétiques, ce que nous mangeons, et les dépenses énergétiques, donc le fonctionnement de notre corps qui dépense de l'énergie et l'activité physique qui se rajoute. Alors, ce que nous mangeons va être converti en énergie utilisable par la cellule, c'est-à-dire en ATP. Donc les principaux nutriments, protéines, glucides, lipides, vont passer dans le métabolisme intermédiaire pour constituer une source énergétique, sachant que les protéines vont servir également en grande partie pour des fonctions de synthèse, mais si on manque d'énergie, c'est-à-dire de glucides ou de lipides, on va utiliser les protéines à des fins énergétiques. Je ne compte pas l'alcool comme nutriment efficace puisque c'est un nutriment qu'on ne peut pas stocker dans l'organisme. Donc il est assez peu utilisable en ressources énergétiques puisqu'on ne peut pas rester perfusé 24 heures sur 24 avec de l'alcool. Donc dans le métabolisme intermédiaire que vous connaissez bien, les nutriments sont convertis en acétylcoenzyme A, puis l'hydrogène des aliments va être arraché des aliments et déposé sur du NADH ou du FADH2. Et c'est l'hydrogène, notre vraie source énergétique, notre essence, qui va être convertie dans la mitochondrie, dans l'oxydation phosphorylante, en présence d'oxygène pour permettre la synthèse d'ATP, ATP, énergie utilisable par la cellule. Juste un petit point sur l'oxydation phosphorylante que vous connaissez. Le NADH, avec l'hydrogène des aliments, a besoin d'oxygène, et au niveau de la chaîne respiratoire, cela va permettre l'expulsion de protons hors de la membrane mitochondriale. Comme cette membrane est relativement imperméable aux protons, cela génère un gradient de protons, et ce gradient de protons génère une force qui permet le retour des protons dans la mitochondrie à travers l'ATP synthase, et là les protons cèdent leur énergie et permettent la synthèse d'ATP. Donc la synthèse d'ATP est couplée à la consommation d'oxygène. On sait toutefois que cette membrane mitochondriale est de perméabilité imparfaite, et il y a quelques protons qui vont fuir à travers la membrane sans passer par l'ATP synthase, et ils vont là alors restituer leur énergie sous forme de chaleur. Donc quand on veut estimer la dépense énergétique d'un individu, on peut soit faire une calorimétrie directe qui consiste à mesurer la chaleur produite par l'individu, soit faire une calorimétrie indirecte qui consiste à mesurer la consommation d'oxygène de l'individu. À partir de cela, on va être capable d'estimer la synthèse d'ATP, puisque finalement, la formule finale du métabolisme énergétique, c'est des substrats énergétiques, glucides, lipides, protéines, plus de l'oxygène, vont au cours du métabolisme intermédiaire et de l'oxydation phosphorylante produire du CO2, de l'eau et de l'ATP. Donc, quand on mesure chez un patient la consommation d'oxygène et sa production de CO2, on est capable d'estimer sa dépense d'énergie de base. Alors la dépense énergétique de repos, de façon conventionnelle, on la mesure chez un patient à jeun, réveillé, à 25 degrés. On considère que cette dépense de repos, ça représente à peu près 60% de la dépense énergétique totale. La dépense énergétique de repos, elle est indispensable pour maintenir les gradients électrochimiques, fabriquer les nouvelles molécules, faire le travail mécanique de base qui est le travail cardio-respiratoire, le tonus musculaire. Dans cette dépense énergétique de repos, il y a également une partie de chaleur qui correspond à des défauts d'efficacité des systèmes transducteurs d'énergie, c'est-à-dire la fuite de protons à travers les membranes, enfin des moments où le substrat énergétique qu'on a consommé est dissipé sous forme de chaleur et non sous forme d'ATP. Alors, c'est d'importance de savoir quels sont les facteurs qui influencent la dépense énergétique de repos, car cela va être un facteur qui va beaucoup influencer votre risque d'être dénutri ou en obésité. Le premier facteur qui influence la dépense énergétique, c'est la masse corporelle, donc le poids, ou la surface corporelle, puisqu'il y a des échanges de chaleur au niveau du corps.
plus que le poids, en fait, c'est la masse maigre. La masse maigre est mieux corrélée que le poids à la dépense énergétique. La masse maigre, c'est le poids total moins la masse grasse. Donc ça représente les muscles, les organes, cœur, foie, poumons et les os. Les autres facteurs qui vont jouer dans la dépense énergétique de repos sont l'âge et le sexe. En vieillissant, le rendement énergétique est un peu moins bon. Et donc, les personnes plus âgées, même si finalement elles bougent moins, elles doivent quand même continuer à manger les mêmes apports que quand elles étaient plus jeunes, car elles ont des systèmes transducteurs d'énergie un peu moins efficaces. Le sexe influence également la dépense énergétique dans le sens que les femmes ont une dépense énergétique plus faible, alors d'une part parce qu'elles ont moins de muscles que les hommes, mais même à quantité de muscles égale, elles ont un rendement énergétique un peu meilleur et une dépense un peu plus faible, ce qui expose plus les femmes au risque d'obésité que les hommes. Alors on peut calculer la dépense énergétique de repos avec des équations. En fait, quand vous utilisez les équations, vous tombez toujours pour un adulte à une dépense de repos entre 20 et 25 kcal par kilo et par jour. La génétique est un facteur de variation de la dépense énergétique de repos qui est important. Chez un adulte, quand on compare la dépense énergétique des adultes moyens d'une famille, on peut trouver une différence allant jusqu'à 500 kcal par jour d'une famille à l'autre. Au sein d'une même famille, deux individus peuvent avoir des différences de l'ordre de 100 kcal par jour. Donc vous imaginez bien que dans la famille où on a une dépense énergétique beaucoup plus élevée, on peut se permettre de manger beaucoup plus sans être à risque d'obésité. Enfin, un des facteurs de variation qui est crucial en pathologie, c'est la variation liée aux facteurs de stress ou d'agression. On appelle stress ou agression toute situation pathologique, une maladie aiguë, un accident, une intervention chirurgicale, tout ce qui va déséquilibrer l'homéostasie de l'organisme. Donc les hormones de stress, la fièvre, le catabolisme vont élever la dépense énergétique de repos pour essayer de répondre à l'agression. Nous avons vu la dépense énergétique de repos. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent cette dépense, ce qui explique qu'on n'a pas forcément le même état nutritionnel, le même poids, pour les mêmes apports alimentaires. La dépense énergétique de repos n'est qu'une composante de la dépense énergétique totale, et nous verrons dans une autre vidéo quelles sont les autres composantes et comment les influencer. Merci.